J'ai une mouche qui m'attaque. Si vous aimez, je pense que cette vidéo va vous intéresser énormément. J'ai mon petit cahier là, que oui, je me suis donné pour objectif de continuer à rester productive même si je suis en voyage. J'aime trop comment je suis habillée. Quoique en bas, je suis pieds nus, mais j'aime beaucoup. Avec tous les points que je trouve importants à vous donner pour pouvoir voyager sans se ruiner. Premier point, voyager une fois par an, c'est normal. J'explique. Aujourd'hui, à notre époque, les gens documentent beaucoup plus leurs déplacements. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais ça fait en sorte que vous avez l'impression que les gens voyagent beaucoup trop et que éventuellement c'est la norme du voyage. Ce qui n'est, à mon sens, pas forcément le cas. N'oublions pas ici que le voyage, c'est quand même un tout petit luxe. Même si vous partez en week-end près de chez vous, vous allez dépenser déjà pratiquement la moitié, sinon la totalité de vos dépenses mensuelles pour un voyage. Ça dépend si vous êtes seul en voyage, en famille ou en couple. Donc, voyager, c'est déjà un tout petit budget. Ne vous sentez pas derrière parce que vous n'avez voyagé qu'une fois et que vous voyez sur internet vos amis, les inconnus voyager 4 destinations ou 5 destinations par an. Voilà, ils ont juste le budget, ce qui n'est pas votre cas. Deuxième point, s'y prendre bien à l'avance pour avoir les prix les plus bas. Ce qui sera réservation de billets, donc achat de billets et réservation de logement. Je spécifie logement parce que ça peut être hôtel, comme ça peut être location à courte durée, soit Airbnb. 2 mois, 3 mois, voire 6 mois à l'avance. Au minimum, moi je dirais 6 mois si vous avez la possibilité d'avoir une vision sur vos dates de départ. Sinon 3-4 mois ou 2-3 mois à l'avance. En tout cas, ne prenez pas la semaine d'avant pour la semaine d'après. Ça fonctionne aussi bien pour les billets d'avion que pour les billets de train. Pareil pour le logement, les hôtels comme le Airbnb, ils facturent aussi à l'urgence, je pense. De mon expérience, j'ai toujours vu ce décalage de prix là. Si vous voulez partir 1 à 2 fois par an en voyage, privilégiez des voyages de 1 semaine ou plus. Privilégiez des voyages quand même avec 5 jours, 6 jours, 7 jours. Où vous pouvez profiter toute la semaine, donc voir plein de choses. Profitez aussi pour avoir 1 jour ou 2 jours de repos. Ça veut dire que vous allez visiter un truc et le reste de la journée, vous passez peut-être dans votre Airbnb s'il y a une belle vue, etc. Où vous allez à la plage tranquillement. Mais ça vous permet non seulement de découvrir le pays ou la vie dans laquelle vous êtes, de manière un peu plus posée, plus paisible, parce que vous n'êtes pas dans le rush, vous n'avez pas que 2 jours à faire, d'accord? Le budget est un peu plus maîtrisé. C'est mon moment de repos, je peux visiter, explorer, me reposer, faire une petite pause et le jour suivant, j'ai encore 2-3 jours pour continuer à visiter et ça ne plombe pas mon budget. Par contre, si vous voulez partir en voyage plusieurs fois dans l'année, privilégiez les courts séjours. Ça peut être 2-3 jours, lundi à mercredi, lundi à jeudi, ou alors dimanche à jeudi, etc. Donc 2 à 4 jours max pour moi. Les courte durée comme ça, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire plusieurs fois dans l'année. Vous pouvez aller dans des villes limitrophes. Généralement, on ne va pas très loin quand on veut faire ce type de séjour. On va dans les pays proches où on a 1 heure, 2 heures de vol ou 1 heure de train, 45 minutes de train, 1h30 de train. Donc, c'est des petits séjours qui ne vous coûtent pas trop cher en termes de logement, d'organisation, mais aussi en termes de transport. Et ça, vous pouvez le faire 2, 3, 4 fois l'année si vos moyens vous permettent, bien sûr. Évitez les saisons hautes. L'été, en plein été, et les vacances. Évitez également les fêtes type fête de fin d'année, Pâques, etc.
les fêtes spécifiques qui sont connues dans le monde entier. Évitez ces fêtes-là parce qu'on se dit que les gens veulent se retrouver en famille, entre amis, ou alors célébrer ça dans un pays spécifique pour le décor, etc. Donc les prix augmentent. Les compagnies savent que les gens veulent se retrouver. Encore que si c'est urgent ou c'est utile, si vous ne pouvez pas vous déplacer hors période haute, hors saison haute, il n'y a pas de souci, faites comme vous pouvez. Mais si vous avez la possibilité de voyager hors saison haute, faites-le. Vous profiterez des prix concurrentiels, des prix bas, des prix intéressants. Parce que, par exemple, si vous voulez voyager en fin d'année pour Noël, pour retrouver la famille, les billets, c'est à flamber le porte-monnaie. Privilégiez les séjours organisés par vous-même. Vous choisissez la ville, le pays, vous choisissez la compagnie, donc vous réservez vous-même les billets, vous choisissez le logement, hôtel ou Airbnb et les activités. Et bien sûr, les lieux de restauration, etc. Il y a bien sûr l'option de All Inclusive. Donc, il y a la possibilité de faire des voyages. Des hôtels ou des compagnies ou des entreprises proposent le All Inclusive. Le All Inclusive, c'est vous payez, vous trouvez une entreprise qui vous dit partez par exemple à Madrid et vous aurez tel hôtel avec tel type de chambre pour tel prix, all inclusive, petit déjeuner, déjeuner, dîner, ou alors petit déjeuner et déjeuner. Et vous avez les activités à l'intérieur, peut-être pour 5 ou 10 euros de plus, vous pouvez aller en excursion et tout machin. Parfois, c'est alléchant parce qu'on n'a rien à faire. Billet d'avion inclus, bien sûr. Mais on arrive vite dans les 2000 euros. On arrive vite dans les 1500 euros par personne. Parfois, ça fait mal à la tête. C'est bien parce qu'on ne se casse pas la tête de se dire on va manger où, on va aller faire quoi, qu'est-ce qu'on peut visiter, etc. Mais en fin des fins, quand vous faites bien le calcul, si vous faites la même chose vous-même, donc vous prenez votre billet hors cette proposition-là, vous prenez vous-même votre logement, peu importe où, votre budget sera moindre que le All Inclusive. Le seul surplus que vous allez payer chez eux, c'est le service. Bien sûr, le service est payant. Donc, il coûte cher quand même de payer peut-être 500 euros de plus parce que eux, ils vous organisent tout ça. C'est raisonnable pour eux parce que c'est un business. Mais est-ce que ça rentre dans votre budget? Est-ce que ça rentre dans ce que vous pouvez dépenser pour voyager 1, 2, 3 fois l'année? Bonne question à se poser. Et encore, ça vous laisse libre cours à votre imagination de découvrir, de demander à Google où est-ce qu'on peut manger tel plat, quel est le plat local et découvrir, marcher un peu, poser des questions dans les restaurants, aux serveurs, aux gens dans la rue, aux locaux, aux taxis. Voilà, découvrez et ça vous coûte beaucoup moins cher à mon sens. Reste dans cette lancée-là, parlant de logement et organisation. Moi, je vous demande de privilégier les Airbnb, les logements meublés, location meublée, etc. à courte durée. À chaque fois que j'ai voulu voyager, certes, il y a des hôtels qui m'intéressent parce que l'esthétique, le design, la découverte, le service. Mais à côté, vous avez les Airbnb, les logements meublés à location courte durée qui vous permettent non seulement de cuisiner à l'intérieur parce que peut-être vous allez faire 1 ou 2 semaines dans la ville ou dans le pays, vous n'allez pas manger tous les soirs au restaurant, donc il vous faut un endroit où cuisiner et tous les hôtels n'ont pas ça, sauf si à l'hôtel vous prenez une suite et les suites ça demande de l'argent, d'accord? Vous devez prendre un logement à courte durée, je pense que c'est mieux par rapport à l'hôtel en tout cas. Si vous avez pris un Airbnb, cuisinez une fois de temps en temps. Ça impacte positivement le budget. Ça va réduire vos dépenses en termes de restauration. Parce que si vous devez petit déjeuner dehors, dîner dehors, sans oublier que vous aurez envie de grignoter des trucs ou de boire des trucs, ça rajoute encore plus de dépenses à votre budget. Ne serait-ce que faire votre petit déjeuner à la maison ou même le déjeuner, je sais pas, faites-le à la maison, d'accord? Dans votre logement, le Airbnb. Par contre, si vous prenez un hôtel,
essayez de prendre peut-être un hôtel ou faites une réservation dans laquelle il y aura le petit déjeuner inclus. Ça vous diminuera déjà une bonne partie de la restauration pendant votre séjour et ça vous permet d'économiser tant bien que mal quelques sous. Je suis adepte du cuisiner une fois de temps en temps parce que manger au restaurant matin, midi et soir, à la fin du séjour, je vous assure que quand vous regardez le total de vos dépenses, ça pique un peu. Choisir des vols ou des trains en milieu de semaine, lundi, mardi, mercredi. On se dit que s'il y a des gens qui voyagent, c'est éventuellement pour le travail. Si vous prenez des billets de train, des billets d'avion pendant le week-end, c'est sûr que le prix sera salé. Et essayez de faire des simulations, mais en général, parfois le jeudi, mais c'est déjà le début du week-end. Si vous regardez ces 3 premiers jours de la semaine là, généralement, vous pouvez avoir des prix très, très intéressants. Une fois sur place, si vous avez la possibilité, privilégiez les transports en commun. Je suis la championne, la première à prendre taxi sur taxi, Uber sur Uber, mais surtout quand le prix est moindre. Par exemple, j'étais à Lisbonne, en moyenne, je payais 5 € le Uber. Mais si vous avez la possibilité, prenez les transports, même pour découvrir. À Barcelone, par exemple, j'y étais et je pense que je me suis déplacée en majorité, soit à pied, soit en transport en commun. Donc à pied parce que peut-être là où j'allais, c'était proche de l'hôtel ou du Airbnb, ou alors je prenais le métro et ça allait bien. Mais parfois quand je me déplace et que je vais dans un endroit où la langue est un peu difficile et que peut-être la signalisation n'est pas en anglais, j'ai du mal et j'ai peur de me perdre. Je préfère prendre un Uber, surtout si c'est abordable et que ça reste dans mon budget. Et je reviens en répétant ceci. Si vous avez la possibilité de prendre les transports en commun pour vous déplacer lors de votre séjour, faites-le. C'est toujours plus avantageux. Mais faites bien attention à bien lire ou à traduire pour ne pas vous retrouver à l'autre bout de la ville. Côté activité, choisissez des activités locales et gratuites si possible. Visiter des monuments, visiter des lieux gratuits, faire des activités locales gratuites. Je sais pas, par exemple, il y a des pays ou des villes où on joue aux boules de pétanque, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, c'est gratuit. Ça vous permet aussi de vous mélanger à la population si bien sûr elle est accueillante, mais privilégiez un peu plus d'activités gratuites ou alors où vous n'avez pas forcément besoin de payer le passage, payer l'entrée, parce que ça 10 € par-ci, 15 € par-là, 5 € par-ci, par-là, ça commence, quand vous l'accumulez, ça commence à peser sur le budget et sur le voyage, sur le séjour. Donc, si vous avez la possibilité de faire 1 à 2 activités payantes et le reste gratuite, parce que la rue, c'est gratuit quand même, je pense, faites-le. Ok, vous profiterez aussi à découvrir les rues, des trucs où vous n'avez pas forcément besoin de dépenser, mais où vous pouvez rencontrer des gens, poser des questions, découvrir, vous instruire, etc. Pour le sujet comment voyager sans se ruiner, j'ai oublié de vous rajouter 2 points. Premier point, évitez les achats avant vacances. Les préparatifs d'avant vacances qui sont faire du shopping parce qu'on veut des tenues particulières, spéciales pour le voyage. Je pense qu'en fonction de la destination, sauf si vous allez au ski et tout, la plupart du temps, vous avez plein de vêtements dans vos placards que vous pouvez agencer et mettre au goût de la destination vers laquelle vous vous dirigez. Donc, le shopping qu'on fait généralement avant, j'ai besoin de nouveaux sous-vêtements, j'ai besoin de nouveaux bikinis. Est-ce que les bikinis que tu les as déjà utilisés considérablement? Combien de fois tu les as mis depuis que tu les as achetés? Je me parle à moi-même. Le pantalon, le nouveau jean que tu veux, la nouvelle paire de chaussures que tu veux, les nouveaux t-shirts que tu veux, le pull, le manteau, les bijoux, etc. Sachez que peut-être vous allez en voyage, vous allez faire 3 jours, voire 1 semaine, donc 7 jours. Possiblement, vous n'aurez même pas le temps de tout mettre.
Donc évitez vraiment ce shopping de pré-vacances là qui, au lieu de vous aider, vous met un peu plus dans les problèmes parce que ça réduit considérablement votre budget. En tout cas, moi, ça fait 2 ou 3 voyages déjà jusqu'ici que j'ai évité ou moins arrêté de faire ce shopping de pré-voyage. Sauf si j'ai besoin par exemple de médicaments que je n'ai plus, ou alors j'ai besoin d'un truc de make-up ou de skincare en particulier que je n'ai plus. Là je vais l'acheter, mais cas contraire je n'achète rien avant de voyager. Je fais mes tenues avec les vêtements et les objets, les chaussures, etc., les accessoires que je possède déjà. Deuxième point, le shopping en voyage n'est pas obligatoire. Imaginons vous vivez aux États-Unis et vous voyagez pour aller en Europe. Côté TVA, des taxes et tout, ça peut être avantageux pour vous de faire des achats. Ok, oui. Mais si ce n'est pas obligatoire, si c'est juste un passe-temps, si c'est juste un besoin, un caprice, ne faites pas de shopping en voyage. En général, vous achetez tout et n'importe quoi et vous ne l'utilisez même pas. Vous vous rendez compte que peut-être c'est cher et les achats de tasses à chaque ville ou pays que vous visitez, vous vous retrouvez avec une centaine de tasses que vous n'utilisez pas, peut-être parce que vous vivez seul. Mais voilà. Donc le shopping en voyage doit être bien, mais très bien pensé. Et dans le cas contraire, n'en faites pas. N'en faites tout simplement pas. On n'a pas besoin d'acheter de nouvelles choses à chaque fois qu'on va en voyage, sauf si c'est vraiment un souvenir et quelque chose que vous allez vraiment utiliser ou que vous allez vraiment collectionner. Mais si c'est juste une nouvelle paire de chaussures que j'ai achetée quand j'étais dans telle ville et que ça ne vous rapporte pas, on ne vous rembourse pas de taxes, ou alors c'est pas moins cher que dans votre pays ou votre ville, ne l'achetez pas. Okay. C'est donc la fin des petits points que j'ai notés de par mon expérience. Je pense avoir peut-être oublié quelques points. Si vous en avez, bien sûr, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Votre avis est toujours très utile. On pourra en discuter ensemble et avec les autres en commentaire, juste là en bas. N'oubliez pas à ce stade aussi de mettre un petit pouce à la vidéo parce que c'est ce qui va faire en sorte que plusieurs personnes la regardent et commentent avec nous. Et je mets ce dernier point important, c'est que voyager, c'est du fun, on s'amuse, c'est la découverte, c'est sortir de sa zone de confort, embrasser d'autres cultures, mais surtout de se détendre, sortir de sa boîte fermée, d'accord ? Peu importe toute l'organisation dont vous avez besoin pour voyager, n'oubliez pas que voyager reste un plaisir. Ça peut être pour le travail, mais si c'est pour des vacances ou pour la détente ou pour des raisons hors profession, restez toujours zen, d'accord? Essayez de vous détendre, essayez de vous permettre de voyager, n'ayez pas peur, parce que je pense que moi j'ai eu beaucoup peur de voyager, l'appréhension de comment l'accueil des autres peuples, des autres populations sera. Mais croyez-moi, parfois vous vous trompez. Parfois on a peur d'être mal accueilli. Parfois on a peur d'être rejeté. Parfois on a peur d'être regardé bizarrement. Mais généralement quand vous atterrissez, quand vous arrivez sur le tas, dans le tas, ce n'est pas le cas. Ok? Donc permettez-vous de découvrir, permettez-vous d'oser. Et permettez-vous de voyager tout simplement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là, d'accord ? Complétez mon sujet si besoin y est. Et on se dit à la prochaine vidéo.